Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Martin Fayulu sera le candidat commun de l'opposition à l'élection présidentielle du 23 décembre en République démocratique du Congo. Il a été désigné par ses pairs et portera la bannière de la coalition Lamuka, composée de plusieurs forces politiques de l'opposition congolaise. Le tissu économique du Nigeria est constitué de près de 40 millions de petites entreprises qui peinent souvent à avoir accès à des financements. L'entreprise Ren Money propose des solutions de crédit innovantes en accordant aux entrepreneurs des prêts sans garantie. Et la Côte d'Ivoire ambitionne d'être un hub sanitaire à l'horizon 2020. Mais avant d'y parvenir, de nombreux défis restent à relever. Le secteur privé de la santé représente pour l'instant 40% de l'offre de soins. Ils avaient promis de donner un nom avant le 15 novembre. C'est chose faite. Les 7 ténors de l'opposition de la République démocratique du Congo se sont entendus ce dimanche 11 novembre à Genève, en Suisse, sur la désignation d'un candidat commun qui les représentera à l'élection présidentielle du 23 décembre 2018. Il s'agit de Martin Fayulu. Il sera donc chargé de représenter la coalition dénommée Lamuka, qui signifie « Réveille-toi » en lingala. Les réactions se sont multipliées à l'annonce de cette désignation. Je vous propose d'écouter celle du porte-parole adjoint de Moïse Katumbi, Francis Kalumbo. Parmi les leaders de l'opposition, il y en a 3 qui ont déjà été exclus et ils se sont retrouvés. Et je pense que d'une manière démocratique, c'est par vote que parmi eux, ils ont désigné un de leurs parmi les 4 restants, de manière à pouvoir piloter cette organisation, cette structure qu'ils ont mis en place avec comme mot d'ordre Lamuka, qui signifie mettez-vous debout. Donc le peuple doit se réveiller pour obtenir des bonnes élections et obtenir l'alternance. Martin Fayulu a été élu 2 fois en République démocratique du Congo comme député. Donc dans toutes les élections que nous avons connues, Fayulu a été élu. Il est à la tête d'un parti politique avec des élus aussi. Donc il faut pas oublier qu'il est aussi à la tête de ce qu'on a appelé la dynamique de l'opposition, un regroupement de plusieurs autres partis politiques. S'il a été choisi dans ce cadre-là, cela veut dire que Martin Fayulu représente quand même quelque chose. C'est une figure connue en République démocratique du Congo et partout ailleurs. Et moi, je crois que tous ils sont connus, tous ils méritaient effectivement d'être parmi les candidats communs, mais d'une manière démocratique. Le choix de nos 7 leaders est tombé sur Martin Fayulu. Je crois que nous ne pouvons que respecter ce choix démocratique. Le projet de barrage Inga 3 divise en République démocratique du Congo. Si certains misent sur ce projet pour la création d'emplois et pour répondre au déficit énergétique, d'autres s'interrogent sur la protection des droits des communautés locales, des communautés à qui on reproche un manque d'implication, comme nous l'explique notre correspondant Jacques Mboka. Inga 3, un attrayant projet pour le développement économique de la République démocratique du Congo. Cependant, la construction de ces barrages hydroélectriques situés dans la province du Congo central suscite l'inquiétude de la part de certaines organisations de la société civile. Si certains saluent ces projets, d'autres par contre estiment que les communautés locales devraient être plus impliquées. Nous pensons que le projet a plusieurs aspects importants, entre autres la lutte contre le réchauffement climatique, par la production de l'énergie propre et renouvelable. Et le projet va produire de l'emploi. Un grand projet comme celui-ci, c'est un projet qui devait être approuvé ou carrément pris en charge par la population congolaise. Mais vous vous rendrez compte que depuis que ce projet a commencé, il n'y a pas encore eu une formelle consultation des communautés locales. Conduite par l'Agence nationale pour le projet Inga sous le contrôle direct de la présidence de la République, Inga 3 pourra générer la création de 12 à 20 000 emplois directs et indirects. Une aubaine dans un pays où le chômage est un défi à relever. Le projet Inga va permettre l'industrialisation de ce pays, la création d'emplois, la diversification économique et surtout l'augmentation de revenus, des recettes qui vont permettre le développement de notre pays.
Le projet Inga 3 est un partenariat public-privé avec 2 consortiums chinois et espagnols et l'État congolais, estimé à 14 milliards de dollars, financé entièrement par ces 2 développeurs. La construction de ces barrages répondra au déficit énergétique qu'enregistre la République démocratique du Congo, qui par ailleurs entrave le développement industriel du pays. La construction de la route transsaharienne a considérablement avancé. 7 km de voies terrestres bitumées ont déjà été construites sur les 9500 km initialement prévus. Un point a été fait lors de la 69e session du comité de liaison de la route transsaharienne qui s'est tenue du 4 au 6 novembre à N'Djamena, au Tchad. Reportage de notre correspondant Mahamat Ramadan, commenté par Thierry Ndassa. Réunis en N'Djamena dans le cadre de la 69e session, les membres du comité de liaison de la route transsaharienne qui doit desservir 6 pays du Sahel et du Maghreb ont dressé un bilan mitigé de l'avancée des travaux. Selon les experts, l'exécution de ce projet dans certains pays accuse du retard à cause de la situation économique difficile et de l'instabilité politique. En Algérie, il s'est construit 1600 km et que sur 800 km, la transformation en autoroute est en cours. Il reste quelques 200 km en allant vers le Mali. Au Mali, c'est le pays qui a la difficulté la plus grande. Il nous reste la section entre Gao et la frontière algérienne sur 700 km. Longue de 9500 km, la route transsaharienne est à la croisée de 2 grands corridors transafricains, Alger-Lagos et Dakar-Djibouti, identifiés comme prioritaires dans le développement des infrastructures en Afrique à l'horizon 2020. Outre qu'elle permet la connectivité, l'accessibilité du Tchad au port méditerranéen, elle le relie par le biais d'autres embranchements au port du Golfe de Guinée. Je rappelle que pour le moment, notre économie nationale dépend à plus de 90% du littoral de Douala au Cameroun, ce qui réduit grandement les possibilités de booster notre économie au regret de nos populations. Pour rappel, la route transsaharienne vise à désenclaver plus de 400 millions d'Africains répartis sur plus de 6 millions de kilomètres carrés. Elle permettra aux pays enclavés du Sahel, notamment le Tchad, le Niger et le Mali, d'avoir un accès direct à la Méditerranée. Dans l'évaluation du climat des affaires, le Nigeria a perdu une place en un an et se positionne au 146e rang du classement Doing Business 2019. Une perte de vitesse qui pourrait s'expliquer par la difficulté d'accès au crédit pour les entrepreneurs, avec un tissu économique constitué à près de 40 millions de petites entreprises. Une société de solutions monétaires simples, Ren Money, a donc décidé de voler au secours de ces entreprises. Plus de détails avec Cheikh Omar Bendaogo. Dans un contexte où environ 80% des adultes subsahariens n'ont pas de compte bancaire, au Nigeria où l'entrepreneuriat est développé, les banques continuent d'exiger une preuve de propriété foncière, un bon du trésor ou des obligations avant d'accorder un prêt. Une occasion pour la microfinance Ren Money de se rendre utile aux jeunes entrepreneurs. Nous avons mis en place le type de processus garantissant que nous prêtons correctement afin d'obtenir les rendements adéquats. Nous avons des scientifiques qui étudient les données à grande échelle. Nous avons d'autres sources d'informations. Nous sommes également connectés à plusieurs bases de données vérifiées à travers le pays, nous permettant de prendre les bonnes décisions concernant nos clients. Des mesures qui démontrent que le secteur est à haut risque. Mais l'activité de Ren Money fait d'heureux bénéficiaires. Pour preuve, n'eût été la structure, ce restaurant des frères Igwe à Lagos n'aurait peut-être pas vu le jour. Nous avons une banque commerciale avec laquelle nous faisons affaire depuis plus de 8 ans et lorsque nous avons eu cet endroit, nous avons dépensé pour achever les travaux de rénovation. Nous sommes donc allés à notre banque et nous avons dit « Pouvez-vous nous prêter 1 ou 2 millions de naira ?» Ils ont répondu « Non, vous devez aller chercher des garanties. » Auprès de Ren Money, les frères Igwe ont réussi à obtenir un prêt sans garantie et un accord de remboursement sur une base de 9 mois à un taux d'intérêt de 40%.
Pour prétendre à un prêt bancaire, ils avaient besoin d'un bon du trésor d'une valeur de 4 millions de naira, soit 10 000 $. En Côte d'Ivoire, le secteur privé de la santé est confronté à plusieurs difficultés, dont le manque d'accompagnement financier de l'État. Le secteur privé de la santé, qui représente pour l'instant 40% de l'offre de soins, ambitionne d'absorber une plus grande part de marché pour placer la Côte d'Ivoire comme un pays de référence sanitaire d'ici 2020. Reportage de notre correspondant Oliva Diakoto. Illégalité de certains établissements sanitaires, manque de subventions de l'État, difficile retour sur investissement sont entre autres autant de défis d'actualité pour le secteur privé de la santé selon le syndicat national des médecins privés de Côte d'Ivoire. Et pourtant, fort d'un effectif de 1000 professionnels et de plus de 1500 établissements sanitaires, ce secteur représente 40% de l'offre de soins dans le pays. Nous avons tous, autant que nous sommes dans le secteur privé, pour ambition de prendre en charge la santé des populations de façon idoine. Nous avons pour ambition de mettre à leur disposition tous les équipements performants à la pointe de la technologie actuelle à leur disposition pour pouvoir poser des diagnostics idoines et faire des traitements corrects. Nous avons également pour ambition d'assainir notre secteur d'activité. Ici, à Abobo, une commune du district d'Abidjan, cette clinique dispose d'une 50aine d'employés et reçoit en moyenne par semaine 300 patients, lesquels y sollicitent différents et divers services médicaux. Je suis venu accompagner mon épouse, qui est malade. Elle a été opérée d'une appendicite. L'opération s'est bien passée, elle s'est bien réveillée, nous avons eu à échanger. Bon, au début, elle s'est plainte de quelques douleurs. Actuellement, ça va. La Côte d'Ivoire veut être un hub sanitaire à l'horizon 2020. Le pays investira dans ce sens 833 milliards de francs CFA sur 2 ans. Et le secteur privé de la santé ambitionne absorber 60 à 70% de la demande sanitaire du pays d'ici quelques années. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'information continue sur Africa 24.